Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Danone? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, on va essentiellement se baser ici sur les résultats financiers du premier trimestre 2023. Donc, vous savez que c'est une entreprise sur laquelle on a déjà eu à communiquer plusieurs fois. Donc, il me semble que sur les dernières vidéos par rapport à Danone ici, nous avions une entreprise ici qui offrait à peu près un rendement par rapport au bénéfice net ici de 7,26%. On va voir si c'est toujours le cas. Quand on faisait la dernière vidéo, on était à 54,46 et la règle était simple, c'est que c'est une entreprise. Le prix était tout simplement correct ici. D'accord? C'était pas surévalué ni sous-évalué. Donc, en tout cas, avec ce genre de rendement aussi, voilà, on pouvait avoir la certitude de récupérer son argent ici. Et après tout, ça pourrait être également intéressant pour ceux qui recherchent également un dividende. D'accord? Ça, c'était à peu près la conclusion qu'on avait à ce niveau-ci sur la vidéo qui date à peu près d'il y a un mois. Donc, après la publication des résultats, c'est toujours bien d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé afin de voir si l'entreprise garde à peu près le cap. Donc, on va aller rapidement ici. Donc, je vais à peu près lire cet article-ci. Ça ne veut pas dire que quand je dois lire les rapports financiers, je me base essentiellement sur des articles pour prendre une décision. Non, pas du tout. Ici, c'est uniquement pour cette vidéo-ci pour gagner du temps. OK? Donc, toujours aller lire les rapports financiers, écouter les conference calls. Dans le rapport financier, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? Par exemple, quand on dit qu'est-ce qui s'est passé, quand on parle de croissance des revenus, pourquoi? D'accord? C'est la question à laquelle c'est à ça que répond la question pourquoi est-ce que cela s'est passé, à quoi s'attendre à court terme ici, c'est une question de perspective et quel est l'état du bilan, c'est une question ici d'endettement. OK? Donc, résultat chiffre d'affaires dans un volume mix positif malgré l'accélération des prix et un relèvement des perspectives de vente pour l'exercice 2023 ont confirmé que la demande des consommateurs est jusqu'à présent restée résiliente. Compte tenu de la décote significative par rapport à Nestlé, 16,3 fois le PER pour l'exercice 2023 contre 24 fois les PER pour, je pense bien, Nestlé c'est, enfin, Danone c'est 16,3 fois, Nestlé c'est à peu près 24 fois, mais il faut également voir que Nestlé et Danone, quand on compare ce genre de choses, est-ce qu'elles ont les mêmes marges? Est-ce qu'elles ont les mêmes problèmes? D'accord? Donc on peut voir ça ici, Danone. Je prends Danone, je mets ça là. Et je vais juste les prendre en termes de marge EBITDA pour faire simple. Hein, d'accord? Les deux entreprises également n'ont pas le même niveau d'endettement en termes de dette nette ici. Donc, il faut également aller vérifier ça ici. Et la même structure au niveau du bilan. Parce que le PER peut varier de plusieurs façons. C'est pour ça que quand on compare les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, il faut souvent prendre en considération également les marges, l'endettement, etc. Mais sinon, il y a une moyenne qui se dégage de toutes les façons. Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, on peut voir la ligne en bleu, c'est Nestlé, la ligne en jaune ici, c'est Danone. Vous pouvez voir que Danone, en termes de marge EBITDA ici, on a beaucoup de fluctuations. D'accord? Mais sinon, jusqu'en 2011 ici, Danone avait plutôt des marges plus élevées que Nestlé. Après 2011 ici, ça fait plus de 10 ans ici aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ce n'est plus la même histoire. Maintenant, si on parle de dette nette ici aujourd'hui, encore une fois, c'est la dette nette, il faut toujours aller la vérifier dans les rapports financiers ici, surtout pour les compagnies européennes. Si on prend la dette nette ici sur EBITDA, sur Danone, on a 2,2 fois. Sur Nestlé ici, est-ce qu'on pourra avoir quelque chose dans le même sens? Ici, Nestlé, voilà, à peu près dans le même sens ici, 2,5 fois. C'est un tout petit peu légèrement plus élevé ici. Et je pense même que Nestlé, ça doit être un peu plus bas que ça si on prend en considération les participations dans d'autres entités ici. D'accord? Donc, vous pouvez également voir qu'en termes de marge nette ici, donc les margins, donc on prend les net, je prends ici les net margin ici, je mets ça là, et je mets ici net margin, net income margin, on les met ici. Et on compare les deux, vous voyez également que Nestlé a des marges nettes plus élevées que Danone. Ok, quand je dis une marge nette ici, je pourrais également comparer avec les free cash flow. Il y a de fortes chances qu'on ait également la même histoire. Donc Nestlé a des marges bien plus élevées. Donc Nestlé pourrait avoir des PER bien plus élevés que Danone. Et c'est tout simplement normal. C'est pas parce que Nestlé a des marges, a des PER de 24 fois les bénéfices. Et quand on dit même 24 fois les bénéfices, n'oubliez jamais qu'il faut transformer cela en rendement. 24 fois les bénéfices, ça signifie ici que le marché ici se satisfait d'un rendement de 4,16% si Nestlé versait la totalité de ses bénéfices nets en dividendes. OK? Donc ici pour Danone, vu les problématiques au niveau de Danone ici, parce que ce n'est pas si facile, parce que Danone également a ses propres problèmes, c'est la raison pour laquelle il se négocie généralement avec une décote supplémentaire. Et à 16-17 fois les bénéfices, c'est assez correct pour ce genre de secteur où il n'y a pas une grande croissance également ici. OK? So,
on revient ici. C'était juste pour mettre, pour à peu près dire ici que c'est pas parce que que Nestlé est à 24 fois les bénéfices que Danone est forcément sous-évalué. D'accord? Faites attention. Et donc, la dynamique positive de l'action devient de plus en plus attrayante. Bon, moi, je pense, pour faire simple, je pense que Danone est correctement évalué, comme la dernière fois. On ne va même pas se casser la tête par rapport à ça. La dernière fois, on était à 54, là, on est à 58. Vous allez même voir que les perspectives ici de croissance, les bénéfices nets attendus en 2025 ont même diminué par rapport aux prévisions futures. Vous allez le voir tantôt tout à l'heure. Donc, ça dit que le marché est un peu moins optimiste que précédemment. Et ça doit être pris en considération. Donc, selon les faits ici, on dit vente en hausse de 10,5%, glissement annuel, 11,6% ici publié, région, Amérique du Nord, Europe, etc., croissance partout, Asie, tout va bien. Par division ici, c'est également correct. Donc, le chiffre d'affaires du T1 ici en hausse de 10%, avec des prix en hausse de 10% et un effet avec des volumes ici en croissance de 0,2%. Donc, on a augmenté les prix, mais les volumes sont restés à peu près stables, donc c'est déjà une bonne chose. Comme le consensus, nous attendons une baisse des volumes ce trimestre, donc on s'attend à une baisse des volumes pour le second semestre ici de 2,2%. La résistance des volumes, malgré l'optimisation des stocks et des prix plus élevés que prévus, est donc la bienvenue. Donc la baisse des volumes en Europe de 4% a finalement été compensée par un très fort volume mix en Chine et en Asie du Nord, en hausse de 14,3%, tandis qu'en Amérique du Nord, c'est maintenant une croissance de 0,8% en termes de volume. Ceci est rassurant dans l'environnement actuel. Donc la performance globale a été tirée par l'ensemble des catégories et des zones géographiques. Donc la catégorie SN et O étant particulièrement forte et la Chine bénéficiant d'une augmentation des expéditions dans le secteur des nourrissons non concurrents. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Grâce à la résistance de la demande des consommateurs, Danone a revu à la hausse ses prévisions de vente pour l'exercice 2023. Il s'attend désormais à une croissance organique des ventes comprises entre 4 et 6% contre 3 à 5% précédemment. Donc, croissance organique ici, c'est bien, mais est-ce qu'il faut suivre également l'évolution des volumes, l'évolution des marges, etc. Autre information clé de l'appel, donc on dit ici de l'appel, c'est le conference call ici, donc la présentation des résultats ici. Donc le groupe s'attend à un ralentissement de la croissance des ventes pour l'année avec un volume mix négatif au S1, annulation de certaines tendances positives au T2, mais une amélioration séquentielle du volume au S2 avec la promotion pour aider. Donc on aura ici des discounts. Donc les prix ont probablement atteint un sommet au T4 et vont progressivement baisser. Certains coûts de matières premières ont baissé, mais les coûts salariaux et les prix du lait liquide et du sucre ont augmenté. Donc, on a toujours ici une pression au niveau du coût des matières premières, même si la majorité ici a tendance ici à diminuer. C'est peut-être la raison pour laquelle le groupe a maintenu ses perspectives d'amélioration modérée de la marge d'exploitation 12,2% ici pour l'exercice 2022. Donc, ça, c'est une note d'analyse ici de Alpha Value, d'accord? Donc, ils se disent ici que nous intégrons les chiffres du premier trimestre et réviserons nos prévisions ici de l'exercice 2023. Donc, bref, ça, ce sont les prévisions, etc. Dans l'ensemble ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que les analystes s'attendent à peu près à des bénéfices nets assez corrects. Cette année-ci, vous pouvez également voir ici que le BNA 2023, on s'attend à peu près à 3,20 €, 2024 ici à peu près 3,04 € et à peu près en 2025 ici on s'attend ici à 3,69 €. Donc quand on regarde ici au niveau de, comment on appelle ça, au niveau ici de phase graphe, on voit ici qu'on a à peu près 3,426 €. Donc ouais, il y a une légère différence, mais en fait ce que je suis envie de dire ici, c'est que c'est pas trop le chiffre exact qu'il faut regarder parce que vous allez voir ici qu'on est à 3,86 €, n'est-ce pas, 2025. Regardez la dernière vidéo qu'on a fait ici, à ce niveau-ci. On était à combien? 3,96 €. OK? Donc ce chiffre aussi aura tendance également à changer. 3,47 €, 3,73 €. Vous remarquez ici 3,45 €, 3,64 €. Donc on a une diminution ici. Ça veut dire que on est moins optimiste. Même si on reste assez positif, on est quand même moins optimiste que précédemment. OK? Donc, c'est toujours à prendre en considération. Ce chiffre légalement tant affectueux, ce n'est pas gravé dans la roche. Au fur et à mesure qu'on a de nouveaux résultats, il y a des ajustements. Ce que vous devez vous dire ici aujourd'hui, c'est que de toutes les façons, on se voit ici qu'on va à peu près garder la même tendance de revenus. On ne s'attend pas à une variation énorme. Ici, ça reste ici de la consommation ici défensive. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? On ne va pas trop se casser la tête ici, on se dira une chose, je vais à peu près mettre ça ici en termes de rendement. Admettons qu'on arrive à générer ici 3,86 € en 2025, d'accord? Par rapport au prix actuel qui est aux alentours de 58,21 €, enfin on peut également vérifier le prix à ce niveau-ci.
Il est à combien? 58,21 €. Parfait, il a été mis à jour déjà. Ça nous donne ici combien par rapport au rendement? On a un rendement de 6,63%. Un peu moins que le 7% et poussière qu'on avait précédemment ici. Ça reste toujours assez correct ici parce que comme je vous dis, si vous prenez 100% ici divisé par 6,60, disons 6,63 ici, ça donne ici quelque chose en tout de 15 fois les bénéfices par là. Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, sans prendre en considération la dette bien sûr. Ok. Quand on regarde bien également ici la dette, il faut toujours la prendre en considération. Et également, elle a les moyens de repayer cette dette-là. C'est également une entreprise en plein changement ici. D'accord, elle a fait beaucoup d'erreurs par le passé, mais elle essaie également ici de pouvoir corriger ces erreurs-là. D'accord, notamment avec des acquisitions ici qui étaient très élevées dans certains secteurs d'activité, mais qui n'ont pas été correctement intégrées ici de telle sorte que, bon, voilà, elle préfère s'en départir et passer à autre chose. Ce qui n'est pas généralement une mauvaise décision. Vous voyez également qu'en termes de bénéfices nets ici, elle a les moyens de payer la dette nette ici avec les bénéfices nets en moins de 10 ans. D'accord, on a une dette nette ici à peu près d'une dizaine de milliards et encore c'est à aller vérifier ici. Donc ça c'est correct. Dans l'ensemble ici je dirais qu'on est correctement évalué. D'accord, on a voilà, c'est quelqu'un qui achèterait du Danone ici aujourd'hui, c'est uniquement pour ce dividende-ci. D'accord, aux alentours de 3,44% qui lui-même est safe ici. Si elle venait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividende par rapport aux bénéfices nets des 12 derniers mois ici, vous aurez à peu près un rendement de 5,90%. Donc ça, c'est votre plafond de verre. Ok, même si vous regardez le dividende ici qui est croissant depuis 400 ans, etc., dites-vous qu'on n'aura pas plus que 5,90% ici. Maintenant, à vous de voir si vous êtes satisfait de ce rendement-là ou pas. Ok, donc dans l'ensemble ici, cette entreprise reste toujours correctement évaluée, pas sous-évaluée du tout, mais voilà, ça reste assez correct. Maintenant, ça dépend de vous. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, allez-y, creusez un tout petit peu plus que ça. Ici, on parle uniquement de chiffres maintenant. Ceci n'est que mon avis. Je me réserve toujours le droit de me tromper, d'accord? Ça reste une entreprise assez correcte ici. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description de celle-ci, vous avez le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium et on se dit à bientôt. Merci.